Aujourd'hui, c'est un rendez-vous, ou une escale plutôt, assez particulière, avec quelqu'un avec qui je parle de loin, comme entre deux rives. Il est poète, c'est un homme engagé. Il a choisi depuis le début le réseau Facebook pour mettre ses poèmes et parler à ce public immense des réseaux. Lui, c'est Jean Diars. Jean Diars, bonjour. Bonjour Jeanne. Nous allons tenter, donc, comme je le disais, de parler un peu comme d'une rive à l'autre, puisque c'est indirect et en même temps on est loin l'un de l'autre, géographiquement. Jean, vous êtes du Pays Basque et vous vivez en Bretagne. Escale définitive? Oui, sur les deux points, oui, je viens du Pays Basque. J'ai laissé une grande partie de mon enfance sur une plage, la plage de Zénith, la Guitari, une plage où déjà très petit, j'allais me percher en haut d'un rocher à regarder des grandes vagues sauvages et à scruter l'horizon loin et près en même temps. Et puis j'ai beaucoup bourlingué. J'ai bourlingué de Bordeaux à la région parisienne, puis Châteauroux, puis à Limoges, puis à Orléans, puis à Châteauroux, avec des escales en Provence, en Ardèche. Enfin, j'ai beaucoup bougé au fil de mes choix de vie, au fil de mes mutations, pour finalement faire un choix en 2018 qui est de venir vivre seul en Bretagne, parce que pas tout à fait en Bretagne, dans les Côtes d'Armor plus précisément, parce que c'est le pays qui me rappelle le plus ma côte basque, avec ceci de différence, c'est que mon côté sauvage s'accommode beaucoup plus des Côtes d'Armor aujourd'hui que du Pays Basque, dans la mesure où ici on peut marcher sur des chemins, sur des rebords de falaises pendant des heures et des heures sans rencontrer personne, et ça correspond bien à mon côté un peu sauvage, un peu primitif. c'est pourquoi vous écrivez aussi peut-être un port là-bas, entre deux phares, un bateau sobre à s'inventer, une main chaude, un rêve ouvert à m'embarquer. Jean Diars, qui est Jean Diars? C'est un homme qui semble simple, entre guillemets, avec le côté tout à fait positif, mais qui est Jean Diars? Satanée question. Je crois que ce sont les autres qui peuvent parler le mieux de soi. Et je ne sais pas ce qu'ils en disent, ce qui m'en revient, mais les gens sont gentils avec moi, peut-être parce que j'essaie d'être gentil avec eux, c'est que je suis effectivement quelqu'un qui est sans problème, qui est pacifique, qui est, je crois, dans la gentillesse et dans l'échange. Je viens d'une famille très pauvre, mais je ne vais pas jouer Cosette. Je viens aussi d'une famille qui m'a appris le multiculturalisme, l'avantage du Pays Basque à cette époque de mon enfance, c'est qu'il y avait beaucoup d'échanges avec des réfugiés espagnols, des réfugiés du franquisme. C'est ce qui explique votre engagement? Pardon? C'est ce qui explique que vous avez été vous êtes un homme engagé en quelque sorte, on le retrouve parfois. J'ai été engagé, oui. Je le suis beaucoup moins, je le suis sur des convictions. Je le suis sur des thèmes bien précis, je le suis sur la problématique des réfugiés, je le suis sur l'écologie, je le suis sur la peine de mort, mais je ne le suis plus du tout en termes partidaires. J'ai vécu trop de conquêtes du pouvoir où l'on rencontre des hommes magnifiques parce qu'ils ont à conquérir et qui deviennent des apparatchiks quand ils l'ont conquis et ne pensent plus qu'à une seule chose, le préserver. Donc j'ai fait le tour, je suis disponible, mais uniquement pour des causes, plus pour des partis. Jean, je relis parfois aussi dans vos poèmes beaucoup sur l'enfance. Et vous avez une très belle phrase, « L'enfance comme une écharpe dans le vent, une main sur la bouche pour ne point trop en dire. » Cette enfance vous a quand même façonné, comme vous le disiez tout à l'heure. Et vous avez un peu perdu quand même, non pas vos racines, mais je dirais votre géographie de base. Ça ne vous manque pas? Non, dans la mesure où je l'ai retrouvé ici. Ça m'a manqué pendant des années.
cette enfance, je l'ai gardée en moi. Il me semble que c'est ce qu'elle vous nourrit. Oui. C'est Jacques Bertin qui dit qu'il peut se regarder en face et retrouver toujours l'enfant qu'il a gardé en lui, en être fier. Hein. Je suis un peu dans cette problématique-là. Je suis fier de mon enfance. Ça a été difficile, mais il y a quelque chose qui ne se lit pas dans mes poèmes et qui ne se lira pas dans cette interview. C'est ma pudeur. C'est-à-dire qu'il y a des choses peut-être un peu secrètes, un peu cachées, que je n'aborde pas parce qu'elles ne concernent que moi et éventuellement mes très proches. Jean, vous avez choisi le réseau comme média, comme lien plutôt pour mettre vos poèmes et également pour parler à l'autre. C'est très beau et en même temps c'est immense ce réseau et vous êtes, je dirais, vous êtes une figure une grande figure de ce réseau Facebook. Pourquoi le réseau? Par hasard. Par hasard. Et par nécessité aussi en même temps. C'est-à-dire qu'en 2010, j'ai mis les pieds dans ce réseau avec beaucoup de réticence, beaucoup de prudence. Le côté mythique, le côté je raconte ma vie à tout moment, à n'importe qui, pour combler ma solitude, ne m'attirait pas tellement. Je l'ai fait pour des raisons de communication avec des proches dont j'étais loin physiquement. Et petit à petit, je me suis rendu compte, mais j'ai mis du temps, je me suis rendu compte que l'audience de ce que j'écrivais avait un double sens. Ça me faisait sans aucun doute plaisir. Je me rendais compte qu'on pouvait me lire et qu'on pouvait apprécier ou critiquer ce que je faisais. Mais en tout cas échanger, et c'est la différence avec un livre, hein. C'est l'échange constant. Et je me suis rendu compte aussi que je pouvais avoir une importance pour un certain type de lectorat qui attendait un tout petit peu mes écrits comme un onguent sur des solitudes, sur des blessures. Et à partir de ça, se sont créés des liens, des rencontres fabuleuses avec des gens de toutes sortes, avec des gens simples, mais aussi avec des écrivains et des gens qui font un peu le même travail que moi. Vous m'avez dit que quand le matin, parfois, certains de vos lecteurs, entre guillemets, vous ne les voyez pas, comme vous les connaissez un peu, vous vous inquiétez. Oui, je sais quasiment à la minute près qui va... c'est assez amusant. Qui va répondre, qui va aimer, qui va me mettre un petit mot, un petit commentaire. Oui, et s'ils sont pas là, je sais, j'ai souvenir d'un de mes... qui est devenu vraiment un ami proche maintenant, que je peux citer, il ne m'en voudra pas, Joël Grenier, qui écrit aussi et qui a eu un très très gros pépin cardiaque qu'il a coupé brutalement de toute communication sur Internet pendant plusieurs semaines. Et j'ai su immédiatement. Que quelque chose était arrivé. Tout à fait. Jean, chacun de nous, du moins surtout les écrivains, les auteurs, écrivent plusieurs livres, plusieurs poèmes, mais il y a toujours une scène capitale. C'est cette scène capitale autour de laquelle quelque chose s'est passé. On tourne au fond, sans faire de la psychanalyse ou quoi que ce soit. Quelle est la scène capitale de Jean Diars? C'est difficile à la situer sur un fait précis. Ça peut être sur une année, ça peut être sur l'année 2018 ou fin 2017, j'ai décidé d'une rupture totale avec mon mode de vie précédent et j'ai décidé de venir vivre seul en Bretagne. Et immédiatement se sont enchaînées toute une série de faits qui ont conduit à cette scène capitale. C'est-à-dire que je me suis retrouvé extrêmement rapidement avec des ruptures successives que je n'attendais pas et que je n'avais pas choisies. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec des problèmes cardiaques majeurs. C'est ce qui a fait À cœur ouvert, le livre, ce livre superbe. C'est tout à fait ça, où du jour au lendemain on m'a dit il faut que vous arrêtiez de faire ce que vous aimez le plus, c'est-à-dire marcher. Et
et il faut que vous fassiez opérer. Et j'ai eu deux opérations en moins d'un mois qui ont duré une dizaine d'heures. Et là, je me suis trouvé, c'est peut-être ça la scène capitale, je me suis trouvé effectivement dans tous les domaines de ma vie et sans doute dans mon écriture aussi, confronté à la nécessité de faire le vide, c'est-à-dire d'éliminer tout ce qui était accessoire, superflu, pour me concentrer sur l'essentiel. Et je crois que mon écriture s'en est aussi ressentie, c'est-à-dire que j'essaie d'aller de plus en plus souvent à l'épure, à la rapidité. Vous avez une très belle phrase où vous dites aussi dans ce livre, il y a l'urgence à vivre. Oh que oui. Oh que oui, parce qu'on en sort effectivement. Frôler la mort, si on en réchappe, ça donne très très envie de vivre, comme une fureur, avec quelques précautions, en vivant un peu plus au ralenti, mais oui, avec une fureur de vivre et d'écrire. Je crois que je l'ai toujours eu, mais c'est... Dans ce livre aussi, je reviens à ce livre parce que vraiment il m'a beaucoup ému. Dans ce livre, vous remerciez, il y a des prénoms qui passent. Et ces prénoms, ce sont des infirmières, des médecins, des amis, ceux qui vous ont, je dirais, tenu la main, tenu la vie en quelque sorte. C'est juste? Oui, c'est tout à fait ça. Je crois que, quand je dis que ces preuves-là permettent de faire le tri entre l'accessoire, le superflu et l'essentiel, ça concerne aussi les personnes. C'est-à-dire qu'on se rend compte à ce moment-là de ceux qui sont vraiment là pour vous. Et ça permet d'éliminer des choses et gens dont on se croyait très très proches et d'avancer grâce à ceux qui arrivent ou ceux qui étaient peut-être un peu plus dans l'ombre. Mais je crois que l'essentiel en tout cas, et c'est ce que ça ouvre mon livre à cœur ouvert et ça le termine aussi, j'ai pas applaudi pendant le Covid, j'ai pas applaudi les infirmières parce que je les avais dans le cœur depuis ce mois passé à Rennes à l'hôpital. Ce sont des femmes d'exception. Ce sont des femmes d'exception et pas seulement sous l'aspect professionnel, mais sous l'aspect humain. Oui. J'ai souvenir de la seule nuit de ma vie, je crois, où j'ai vraiment craqué et flanché complètement parce que j'avais trop mal, parce que ça n'allait pas du tout et que je crois que tout bêtement j'avais peur. Et j'ai souvenir d'une infirmière de nuit qui avait autre chose à faire que de s'apitoyer sur moi et qui a pris 1 heure et qui m'a pris la main pour essayer de me calmer et pour essayer de m'apporter toute la douceur du monde. J'ai pas oublié et c'est oui, merci, merci, merci. Dans ces temps incertains, parce que le temps incertain, c'est pas seulement la maladie, c'est beaucoup de choses qui peuvent être dans notre vie. Dans ce temps incertain, qu'est-ce qui vous fait peur le plus? Est-ce que déjà Jean Diars a peur? Je vais pas jouer au mec ni au macho, mais je crois que non, je crois que j'ai peur de rien. J'ai certainement pas peur de la mort, ça c'est une certitude. J'ai peut-être que les deux choses que je redoute le plus, c'est la bêtise collective des gens, avec des incidences en termes de racisme et d'exclusion, mais ça c'est pas forcément une peur, c'est plus une envie de m'opposer et de le combattre. Et la vraie peur, mais j'ai pris aussi toutes les dispositions pour essayer de m'y opposer tant que je le pourrais, c'est d'être dépendant. Oui. C'est d'être dépendant à la fois physiquement et moralement. Je crois que c'est une chanson de Lavilliers que je traîne depuis des années et des années derrière moi, qui dit n'appartient jamais à personne. J'en ai fait ma règle de vie, je crois, depuis des années. Et là, c'est ce que je voudrais maintenir le plus longtemps possible. Je voudrais mourir vivant, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. C'était votre phrase, je crois. Jean, vous êtes venu donc à l'édition, alors que longtemps vous sembliez ne pas aller vers ce canal-là. Bon, je sais votre amitié avec Jacques Flamand, magnifique édition que les éditions Jacques Flamand. L'édition, et d'un seul coup, on a l'impression que, non pas depuis À cœur ouvert,
à parole ouverte, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est non pas précipité, mais ça vient. Donc on a des livres qui sont magnifiques, qui viennent un peu l'un après l'autre. Est-ce que c'est une nécessité de se dire le réseau, au fond, c'est incertain, ça peut partir, là on peut être coupé, et vous avez laissé ces phrases dans quelque chose de plus, je dirais, qu'on peut toucher? C'est plus complexe que ça. L'édition, c'est pas pour moi quelque chose de récent. L'édition, j'ai eu la chance de rencontrer je crois que c'est en 1972, j'avais 18 ans, Jean Orizet, qui à l'époque animait et dirigeait les éditions Saint-Germain-des-Prés, qui a accepté un de mes recueils qui s'appelait Catherine ou l'autre ce bonheur. Je sais plus, ce bouquin est épuisé, a disparu, j'en ai même plus d'exemplaires. Et après j'ai continué à écrire tout le temps, mais je me suis pas senti inspiré par le fait de publier. J'ai pas ce goût de la reconnaissance jusqu'en 2010 où je me suis trouvé un petit peu fatigué d'écrire des choses courtes. Et je me suis lancé un défi, c'est celui d'écrire sur le long. Je n'ai pas beaucoup d'imagination, donc je me sens pas de taille à écrire des romans. Donc je me suis attaché à écrire une biographie, un essai sur André Lugnès, qui a été ministre à un moment donné, et qui est un de mes proches, et qui était au moins, tant que j'étais dans l'Indre, oui. 700 pages, 2 ans de travail, de recherche, d'interview. J'ai donné, j'ai fait. Ça a été publié aux éditions de l'Aube, ce qui m'a permis d'avoir un contact avec Jean Viard qui est également intéressant. Je parle souvent des chances dans ma vie. Voilà, et puis vu cette expérience, je me suis dit plus jamais les maisons d'édition, ça me ressemble pas. Je n'aime pas les chapelles, j'aime pas les mondes fermés, et donc je suis retourné. C'est l'époque, ça correspond à ma venue sur Facebook, où ça m'allait très bien. Et là, 2 événements. Les gens qui me lisaient très souvent me demandaient où est-ce qu'on pouvait trouver mes livres. J'ai toujours répondu pendant très longtemps, mais je ne veux pas publier. Et un jour, je peux le situer précisément, c'était en octobre 2018, soit 2 mois avant mon opération, j'ai reçu un message puis un coup de téléphone de Jacques Flamand. Et pour moi, c'est une des rencontres les plus importantes de ma vie. Cet homme-là voulait me publier. Nous avons parlé de tout, sauf de l'édition et sauf de mes textes. Nous avons parlé de nos peurs respectives face à la maladie, la même problématique qui était la mort. Et nous sommes devenus, je crois, relativement proches. C'est un homme extraordinaire. Ah oui, Jacques est quelqu'un de fabuleux. C'est un homme d'une rigueur, avec des valeurs qui sont extraordinairement proches des miennes. Il a créé une maison qui tient à bout de bras. Et c'est vraiment une maison, c'est une famille. Je me suis senti accueilli, recueilli, protégé. Et je lui demeure fidèle irrémédiablement et définitivement. C'est beau. En tout cas, Jacques Flamand est quelqu'un qui mérite tout ça. Pardonnez-moi. Jean, je voulais aussi poser une question. Combien de temps entre aller-retour, aller-amour, ça veut dire à quel moment le ticket n'est plus valable, ou bien est-ce qu'il est valable jusqu'au bout? Jusqu'au moment où on saute le portillon. Non, mais beaucoup plus sérieusement, je ne sais pas, quand on a la fureur de vivre, l'envie d'écrire, de partager, même si on le fait avec un peu plus de prudence et de lenteur, de marcher, de faire des kilomètres, de respirer le vent et de transmettre aux autres, on ne sait pas quand le ticket s'arrête. Il ne s'arrêtera pas, ça y est, on le dira. Jean, je vais vous faire maintenant un jeu de questions-réponses rapides. Ça veut dire que je vous donne des noms ou bien des mots et vous allez réagir. Sylvie Méheux, qui a fait votre préface aussi. Qui a surtout fait un livre avec vous, bien sûr. Un livre avec moi.
Et en un mot, Sylvie. C'est mon ami, ça se limite à ça. C'est quelqu'un qui a une écriture qui n'est absolument pas la mienne, qui est une écriture beaucoup plus académique, beaucoup plus recherchée, beaucoup plus travaillée que la mienne. Et j'ai eu un peu peur en commençant cette aventure avec elle. Tant nos écritures étaient différentes, mais bon, ça a été une osmose, ça s'est très très bien passé. Et voilà, Sylvie, c'est ma voisine à tous les sens du terme. Je vais passer maintenant, toujours dans l'ordre des préfaces, mais pas en ordre, mais je passe les femmes avant, Anne Perrin. C'est une chance. C'est une chance dans tous les domaines, c'est une chance dans ma vie, dans mon écriture, c'est une chance... elle a fait une préface de passerelle qui est éblouissante par sa proximité. Je crois qu'elle a compris le bonhomme qui était en face. Je crois qu'elle analyse des choses peut-être un peu trop gentilles, mais non. Voilà, c'est quelqu'un qui écrit fabuleusement, qui est en train, je crois, d'évoluer vers d'autres formes d'écriture, qui est peut-être en train d'apaiser beaucoup de choses dans sa vie aussi. C'est quelqu'un avec qui, je crois que c'est ce qu'elle a dit, à la fin de sa préface me concernant, elle a dit c'est quelqu'un qu'on a envie de rencontrer. Voilà, Anne Perrin, c'est quelqu'un qu'on a envie de rencontrer. Nous passerons maintenant aux autres préfaciers. Jean Lavoué. Jean Lavoué, c'est un ami de Sylvie Méheux, qu'elle connaît depuis longtemps. C'est quelqu'un dont je ne pensais pas pouvoir être aussi proche, en raison peut-être de l'attachement religieux qu'il a et qui ressort dans beaucoup de ses textes et que moi je n'ai pas, et qui par moments me gênait un tout petit peu. Je n'arrivais pas à rentrer tout à fait dans ce texte à cause de ça. Quelque chose de spiritualité plutôt. Il a lui aussi rédigé une préface qui est remarquable, et depuis je me flatte d'avoir son amitié. Mais c'est ce que je vous ai dit, moi j'ai une chance fabuleuse dans ma vie. Ah, vous avez quelqu'un encore, c'est Robert Notenboom. Oula, c'est une vieille histoire, Robert. Robert, ça fait 10 ans qu'on se côtoie. J'aime son écriture, il a une expérience et une reconnaissance que je n'ai pas, que je n'ai pas forcément envie d'avoir. D'ailleurs, mais c'est quelqu'un, on s'est beaucoup engueulé, on s'engueulait sur des choses extra poétiques, si j'ose cette expression, sur des problèmes de société, des problèmes politiques éventuellement. On s'est fâché plusieurs fois et il me fait de l'honneur. C'est quelqu'un que j'adore, c'est quelqu'un qui est âgé, c'est quelqu'un qui est malade. Il m'a fait une préface manuscrite qui est reproduite manuscrite à l'ancienne. C'est à sa demande, et je suis en admiration devant son écriture et je suis en reconnaissance. Merci pour le cadeau qu'il m'a fait, lui aussi. Maintenant, c'est vraiment un mot. Je vais vous donner des mots, vous me répondez. Jean Diars et l'émerveillement. Ma fille, quand elle me dit « je t'aime, papa ». Jean Diars et demain. Je voudrais bien en avoir autant que j'ai eu d'hier. Jean Diars, c'est une chanson. La mémoire et la mer, Léo Ferré. Jean Diars et l'amour. Passer des points de suspension à une ligne continue. Jean Diars et Lou et Rémi. Ce sont mes enfants. Oui. Lou a 20 ans, Rémi en a 37. Ce sont deux enfants de teneurs différentes et qui m'ont appris à des périodes différentes, avec des histoires totalement différentes, et qui m'ont appris ce qu'est l'amour, mais le vrai. C'est-à-dire donner son partage sans attente, recevoir... j'ai dit sans partage, c'est avec partage. Recevoir exactement dans les mêmes conditions, gratuitement, être là. Je crois que c'est essentiellement ça, être là. C'est peut-être ce qui me manque le plus dans ma venue en Bretagne. Ils sont loin, ils vivent leur vie.
dans le centre de la France, ils sont un peu loin. Je leur ai apporté tout ce que j'avais de meilleur, peut-être de pire aussi, mais de meilleur en tout cas. J'ai donné tout ce que je pouvais. Et aujourd'hui, je leur apporte davantage de ce qu'ils me demandent et ils m'apportent surtout une douceur et une envie de vivre remarquable. Jean, il y a parfois une phrase ou un paysage ou quelque chose qui soit nous lancine, soit au contraire nous adoucit. Quelle serait cette phrase ou ce paysage de Jean Diars? J'ai écrit depuis très longtemps, j'arrête pas de le dire. Je crois que j'ai commencé à 12 ans et j'ai retrouvé des vieux cahiers verts Clairefontaine où j'écrivais à l'encre bleue de Sion. À l'époque, c'était très joli. Et j'ai retrouvé une phrase que j'avais écrite à 13 ou 14 ans qui disait « Cessez de symboliser pour se laisser envahir ». J'ai retrouvé ça il n'y a pas très très longtemps. Et je me suis rendu compte que j'avais passé une grande partie de ma vie à beaucoup symboliser dans tous les domaines privés et publics et que j'étais arrivé, c'est peut-être ça l'opération. Je suis peut-être arrivé à un stade où je me laisse envahir. C'est beau de se laisser envahir, c'est très beau. Jean, quelle question j'aurais peut-être pas posée et que vous auriez souhaité que je vous pose? J'ai pas envie de répondre à cette question. Je vais en retourner une, c'est pourquoi jamais êtes-vous si près des gens que vous interviewez et pourquoi les sentez-vous autant? Mais j'ai la réponse. Je l'ai vu dans un Vous êtes adorable, Jean, vous êtes adorable. Moi, je vais finir cette interview parce que, hélas, on est obligé de finir. On avait des bruits du dehors aussi qui se font, que c'est indirect même à distance. C'est la dernière de couverture de votre dernier livre, Passerelle. Un homme et ses amours, ses ailes, passerelle de sa vie, des parents de l'enfance aux enfants en parents, des femmes qu'on oublie à celles qu'on retient, des amis essentiels aux autres, au monde comme un lien. Mots d'amour de toutes les sortes, en doux, en espérance. Passerelle. C'est un peu tout ce que vous êtes, Jean, tout ce que vous écrivez, tout ce que nous ressentons en vous lisant aussi. C'est le plus beau remerciement qu'on peut me faire. Voilà, c'est tout. Je crois que la définition de tout ça, simplement, c'est être là. Être là, un amour, une amitié pour les enfants, pour les autres. Être là, être au monde, c'est ce qui me caractérise. Ces livres ne sont pas une autobiographie, mais ils sont en tout cas toujours très très près de moi. Oui. Il n'y a aucune... En tout cas, je vous remercie infiniment. Il y a du bruit dehors, comme vous entendez. Moi, je suis à Paris, vous êtes en Bretagne. Et on est en train Moi, de... je n'ai qu'un seul bruit, c'est le craquement du feu de bois sous mes pieds. Nous avons des travaux imprévus, mais c'est pas grave. Les personnes qui vont nous écouter vont vous écouter surtout, et ils oublieront tout ça. Jean, un grand merci, vraiment. C'était une très belle escale chez vous, inattendue, faite un peu, je dirais, d'une façon très artisanale, puisqu'on a communiqué comme ça. Mais le meilleur est là, c'est le fond, voilà. Un grand merci à vous d'avoir accepté de nous parler de vous, voilà. Merci beaucoup, Jean, et à très vite, j'espère. Merci à vous, Jeanne, et je vous embrasse. Moi aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était notre escale avec Jean Diars, une escale de Jeanne avec Jean Diars, infiniment remercié, sur une musique de Alain Ouaron. Merci beaucoup et à la prochaine escale.